Thomas Jefferson. Ce nom évoque immédiatement la liberté, la naissance des États-Unis. Et pourtant, c'est un homme qui se trouve au cœur d'une des contradictions les plus profondes de l'histoire. Son héritage, c'est à la fois un hymne aux droits de l'homme et un témoignage de failles personnelles vraiment troublantes. C'est ça le paradoxe Jefferson, et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Voilà des mots qui ont littéralement changé le monde, parmi les plus puissants jamais écrits. Et leur auteur, c'est Jefferson lui-même. C'est le cœur battant de la Déclaration d'indépendance américaine, une sorte de phare pour les droits humains partout dans le monde. Et puis, il y a ce chiffre, environ 600. C'est le nombre de personnes, d'êtres humains, que ce même homme a possédé, a réduit en esclavage tout au long de sa vie. Alors d'un côté, tous les hommes sont créés égaux, et de l'autre, des centaines d'esclaves. C'est là que tout se joue. C'est ça, le paradoxe central qui définit sa vie. Alors, pour essayer de comprendre ce personnage si complexe, il faut commencer par le commencement. On va d'abord regarder l'homme public, celui que l'histoire a surtout retenu comme l'un des grands architectes de la liberté américaine. Et son ascension politique, franchement, elle a été fulgurante. Regardez un peu. En à peine 10 ans, il passe de la politique locale en Virginie à rédiger le document fondateur des États-Unis. Il était vraiment au cœur de l'action, au centre de la Révolution américaine. Et il faut imaginer, il a seulement 33 ans quand il prend la plume pour rédiger ce texte. Il est complètement imprégné des idées des Lumières, de cette philosophie nouvelle, et c'est lui qui va coucher sur le papier cette vision d'un pays basée sur les droits de chacun, sur l'idée que le peuple doit se gouverner lui-même. C'est énorme, et ça résonne encore très fort aujourd'hui. Bon, après avoir écrit les mots, il faut construire le pays. On arrive donc à sa présidence. Pour lui, c'était vraiment l'occasion de mettre ses idéaux en pratique, de bâtir ce qu'il appelait un empire pour la liberté. Mais attention, à l'époque, tout le monde n'était pas d'accord sur la direction à prendre. Il y avait vraiment deux visions qui s'affrontaient. D'un côté, Jefferson, qui rêvait d'une Amérique de fermiers indépendants, avec un pouvoir central très limité, et de l'autre, son grand rival, Alexander Hamilton, qui lui voyait une nation commerciale et puissante, avec un gouvernement fédéral fort pour piloter l'économie. Et s'il y a bien une réussite monumentale de sa présidence, c'est celle-là, l'achat de la Louisiane. C'était un coup de maître, un pari diplomatique absolument incroyable qui a complètement redessiné l'avenir du pays. Et quelle transformation! Pour 15 millions de dollars, il a tout simplement doublé la superficie des États-Unis, en une seule signature. Cet accord a ouvert toute grande la porte à l'expansion vers l'Ouest et a vraiment fait des États-Unis une puissance continentale. Et la liste de ses accomplissements ne s'arrête pas là, loin de là. Il a affirmé la puissance américaine en mer contre les pirates, il a lancé la fameuse expédition de Lewis et Clark pour explorer tous ces nouveaux territoires, et au passage, il a même réussi à réduire la dette nationale. Bref, il a laissé son empreinte partout. Ok, on a vu l'homme d'État, l'architecte de la liberté. Mais maintenant, on va pousser la porte de sa maison, de sa plantation, Monticello. Et c'est là que le paradoxe devient vraiment assourdissant. Monticello, c'est son œuvre, sa fierté, un bijou d'architecture qu'il a dessiné lui-même. Mais il ne faut pas se leurrer. Monticello, c'était avant tout une plantation en activité. Une machine économique qui ne tournait que grâce à une seule chose, le travail forcé des esclaves. Absolument tout, de la construction des murs à la nourriture dans son assiette, reposait sur eux. Ce système, on l'appelle l'esclavage marchandise. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que des êtres humains et leurs enfants sont considérés comme des biens, des propriétés qu'on peut acheter et vendre. Et toute la fortune de Jefferson, tout son style de vie reposait là-dessus. Le contraste avec ses écrits sur l'égalité, il est juste vertigineux. Et ce paradoxe ne s'arrête pas à l'économie ou à la politique. Il entre dans sa vie la plus intime. On parle ici de sa relation avec Sally Hemings, une des femmes esclaves de Monticello. C'est une controverse qui a éclaté de son vivant, déjà à l'époque, alimentant les accusations d'hypocrisie. Pendant très longtemps, cette histoire a été débattue. Mais aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires. D'abord, la science a parlé. Une étude ADN en 1998 a montré un lien génétique direct entre la famille Jefferson et les descendants de Sally Hemings. Ensuite, le travail des historiens a confirmé tout ça. Aujourd'hui, même la fondation qui gère Monticello affirme qu'il est quasi certain que Jefferson était le père de tous les enfants de Sally Hemings. Alors comment est-ce que tout ça se termine? Eh bien, ces dernières années sont tout aussi fascinantes et complexes que le reste de sa vie, et elles soulèvent encore aujourd'hui de nombreuses questions. Après la présidence, il se réconcilie avec son vieil ami et rival John Adams à travers une correspondance absolument incroyable. Il se lance aussi dans un dernier grand projet, la création de l'Université de Virginie. Et puis, la fin de sa vie est digne d'un film. Il meurt le 4 juillet 1826, le jour exact du 50e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. Et comme si ça ne suffisait pas, John Adams meurt le même jour à quelques heures d'intervalle.
C'est Jefferson lui-même qui a rédigé ce qu'il voulait qu'on grave sur sa tombe, et c'est très, très révélateur. Il mentionne la Déclaration d'indépendance, la loi sur la liberté religieuse et l'Université de Virginie. Que des choses liées à la liberté de l'esprit. Mais ce qui est encore plus parlant, c'est ce qui manque. Pas un mot sur le fait qu'il a été président des États-Unis. Rien. Ce qui nous laisse avec la question de départ, finalement. Auteur de génie, président visionnaire et esclavagiste. Comment faire tenir tout ça ensemble dans un seul homme ? Comment peut-on se souvenir d'une figure aussi profondément contradictoire ? C'est une question difficile, qui nous force à regarder en face à la fois le meilleur et le pire de l'histoire américaine. Un débat qui, soyons honnêtes, est encore loin d'être terminé.